Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour ce petit temps d'intervention autour des éléments indispensables pour bien écrire, pour bien apprendre à écrire en écriture cursive. 30 minutes d'atelier, pour moi, c'est un vrai défi parce que d'habitude, je suis plutôt sur des formats 3 heures, 6 heures, voire 12 heures. Donc, je vais essayer de vous communiquer un maximum d'éléments pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'enfants dans nos classes qui soient en souffrance avec l'écriture. Je vais vous parler aussi, parce que j'interviens dans le cadre des éditions Bordas, donc je vais vous parler de la collection. Et ça tombe bien, puisque dans cette collection, on y a mis tout notre ADN avec mon amie et collègue Mélanie Johari. Donc on est d'anciennes professeurs des écoles, on a été enseignantes j'ai marqué plus de 15 ans, mais pour ma part 20 ans. Dans des classes. On a eu des problématiques avec nos propres enfants sur l'apprentissage de leur écriture et c'est comme ça qu'on a découvert la graphopédagogie. Et donc depuis 2017, on est graphopédagogue, on forme les équipes d'enseignants et des graphopédagogues pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'enfants qui soient en souffrance de l'écriture. Vous me connaissez peut-être aussi via les réseaux avec mes petites mains que peut-être vous avez vu passer sur Facebook, Instagram et via mon site où il y a énormément de ressources Graphopédagogie 76, n'hésitez pas à y faire un tour si vous ne le connaissez pas. Donc, on a un constat en graphopédagogie. Donc, on accueille des élèves en cabinet à partir de la grande section jusqu'à pas d'âge. Et c'est toujours la même constante qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui arrivent en souffrance d'écriture, avec des écritures complètement illisibles, souvent douloureuses, avec des postures qui sont quasiment à chaque fois les mêmes. Donc ça a été à l'écriture de cette collection un objectif fort de vous donner les éléments justement pour faire en sorte que les élèves soient positionnés le mieux possible pour qu'ils ne se retrouvent pas coincés en grandissant et que des douleurs et des dégradations d'écriture n'apparaissent. Donc là, vous voyez, j'ai pris 2 enfants, un gaucher et un droitier, mais 95% des élèves qui arrivent au cabinet ont cette position-là. Vous voyez, la main sur la ligne d'écriture, souvent une tenue de crayon un peu acrobatique, avec une dégradation quand il faut prendre de la vitesse, avec des douleurs, avec des difficultés de respect du lignage. Et notre travail en graphopédagogie, on n'est pas magicien, mais on a des techniques qui nous permettent de repositionner correctement nos élèves, c'est-à-dire la main sous la ligne de l'écriture, pour pouvoir utiliser la mobilité de ses doigts pour écrire. Et ça, c'est la clé. Et souvent, on démarre l'écriture trop tôt, trop vite, en essayant de les mettre sur des lignages alors qu'ils n'ont pas la maturité graphomotrice nécessaire. Il faut vraiment prendre le temps de leur apprendre à se positionner et de mobiliser les doigts. C'est grâce à ça qu'on peut aller à une automatisation du geste. C'est en pliant, dépliant et en tournant ses doigts que les enfants vont pouvoir respecter le lignage, accélérer sans aller générer des douleurs. Des enfants qui écrivent avec la main sur la ligne vont solliciter les muscles du poignet et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, ils se fatiguent. On a beau dire applique-toi, fais des efforts, etc. Ils sont déjà au maximum des efforts et parfois de la douleur sans que vous en ayez conscience. Et soulager ce geste. Alors vous allez me dire, peut-être parmi vous, certains ont la tenue de crayon serrée, le poignet comme ci, mais ce qui compte, et en tout cas notre mission en tant qu'enseignant, c'est de faire en sorte de mettre nos élèves le plus possible sur le bon chemin pour qu'on ne va pas jouer à la roulette russe en disant on verra bien si ça passe avec lui ou pas. C'est de leur donner accès à ces techniques pour éviter qu'il y en ait un maximum qui finissent dans les cabinets de graphopédagogues. Donc notre travail en graphopédagogie consiste à remettre une bonne posture, une bonne tenue de crayon et de la mobilité des doigts. Donc si on pouvait démarrer par ça, on pourrait gagner déjà pas mal de tours. Donc je vais essayer de vous donner, là, vite, 30 minutes, c'est intense. Tous les ingrédients, les éléments indispensables pour accéder à une écriture fluide, compréhensible, rapide, automatisée. Tous ces petits éléments pour faire une bonne potion ou un bon cocktail. Alors bien sûr, quand on enlève un des éléments ou un des éléments d'un cocktail, on peut avoir quelque chose de bon quand même, mais on n'a pas la même saveur. Un mojito sans rhum, c'est pas vraiment tout à fait un mojito. Voilà, donc on va voir les différents types d'éléments. Donc la première étape, c'est de permettre à nos élèves de s'asseoir correctement. Pourquoi s'asseoir correctement? Puisque pour écrire,
on a besoin de mobiliser la chaîne qui va du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Si un enfant a l'épaule en boucle d'oreille et ne peut pas déplacer son bras et même bouger ses doigts, eh ben, il va se retrouver dans une posture qui va compliquer les choses. Donc, malgré les efforts qu'il va déployer, eh ben, au bout d'un moment, eh ben, il va s'épuiser. Donc, pourquoi bien s'installer? Pour pouvoir libérer notamment toute la chaîne au niveau de l'épaule, pour pouvoir mobiliser son bras, ses doigts et le déplacement du bras. Donc, on va veiller à ce que, autant que faire se peut, puisque l'immobilier dans nos classes n'est pas toujours bien adapté, mais en tout cas avoir ce point de vigilance. Est-ce que mon élève, quand il va commencer à écrire, n'a pas l'épaule, le bras complètement coincé pour pouvoir être suffisamment à l'aise? Donc que ça soit en élémentaire ou en maternelle. Voilà. Donc, dans toute la collection des cahiers des éditions Mornas, on trouve ces points, ces rappels pour nos élèves pour s'installer correctement. Donc, vous voyez, donc ça c'est une séance, en première séance en graphopédagogie, on tend une feuille et un crayon à nos élèves et on leur fait copier une petite phrase. On les laisse se débrouiller sur l'installation. Là, je vous ai mis 2 gauchers, 2 droitiers, mais tous, 95% des élèves, s'installent avec la main sur la ligne d'écriture. Avec, comme je vous disais tout à l'heure, des mouvements de poignet, des tensions. Les muscles du poignet ne sont pas du tout faits pour faire des petits gestes répétés comme le sollicite l'écriture. Donc dans les petites classes, ça peut passer. Hein. Quand je fais 3-4 mots en CP, je m'en sors. Souvent, les parents au cabinet nous disent « Ah ben je ne comprends pas, en CP, il avait une écriture magnifique, s'est débrouillé très bien. » Et puis arrivé au CE2 où les exigences, même parfois plus tard au CM1, où les exigences de quantité d'écriture et de vitesse d'écriture s'accélèrent, et ben on se retrouve avec des écritures qui se dégradent. Parce que le geste, le mouvement n'est pas le bon. Donc pour pouvoir mobiliser ses doigts, eh bien, il faut déjà bien positionner sa feuille. Donc ça, il y a pas mal de choses qu'on tournait sur les réseaux. Je pense que ça commence à être un peu ancré dans l'esprit des enseignants pour l'importance de la position de la feuille. La position de la feuille, elle est importante puisque quand je déplie et déplie mes doigts, que je fais bouger mon crayon, ça va dans l'axe de mon avant-bras. Donc du coup, je vais positionner mon cahier dans l'axe de mon avant-bras. C'est grâce à ça qu'à un moment donné, mes élèves vont pouvoir automatiser le geste. Mon pouce va apprendre à un moment donné le dépliement nécessaire pour atteindre le 3e interligne. Quand je replie mes doigts, je reviens sur la ligne de base d'écriture et c'est comme ça que l'écriture va se normer. C'est pas parce que je mets des couleurs, des aides. Je sais que certains, peut-être parmi vous, passent des soirées à fluoter, à proposer des solutions pour aider les élèves, mais c'est pas le contrôle visuel qui va permettre l'automatisation du geste, c'est vraiment le mouvement qui va permettre de respecter les lignages. Donc, quand je suis droitier, l'inclinaison, elle est un petit peu plus simple parce que le mouvement part à proximité du buste et on va en s'éloignant, donc c'est à peu près de 15 degrés. Le gaucher, lui, il a cette problématique, c'est que il est souvent gêné par son buste et son coude, donc l'inclinaison va être un petit peu plus importante pour avoir un déplacement de l'avant-bras plus fluide. Donc on est à peu près sur 30 degrés. D'un enfant à l'autre, il faut les laisser aussi un petit peu s'ajuster, mais l'important c'est qu'il puisse déplacer son avant-bras, le glisser de la marge de son cahier jusqu'au bout de la page, sans être obligé de réajuster sa posture. Voilà, donc vous voyez là, notre petit élève parfaitement installé. Si avec une tenue de crayon comme celle-là, la pointe du crayon posée sur la ligne, on démarre ainsi, et en pliant, dépliant les doigts, l'élève va respecter la ligne, va respecter les hauteurs, et ça va s'automatiser de fait. Donc, pour aider nos élèves à bien s'installer, on a, dans tous les cahiers de la collection, mis en place un système de repères, parce que l'idée, c'était aussi de leur permettre de travailler un petit peu en autonomie. Donc, un système de repères où, par exemple, là, quand l'élève va commencer à écrire dans la colonne du point bleu, il doit positionner son cahier de telle sorte qu'avec son avant-bras, il cache le point bleu qui est en dessous. Donc, tout seul, il peut vérifier qu'il est bien ajusté. Donc, il va moduler la position de son cahier et glisser son avant-bras petit à petit tout le long de la ligne. Donc là, on a un modèle de page du cahier qui existe en 3 mm, où vous voyez, on a simplifié, on a allégé des lignes verticales pour que les élèves puissent se concentrer sur la position de leurs bras et se déplacer de colonne en colonne. Et un modèle en 2,5 mm. Donc l'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible vers du CIS traditionnel, sans ajout et contraintes visuelles.
avec une petite marche toutefois, parce que vous le savez, on a plein d'enfants, si on les laisse faire, ils écrivent sur la page d'à côté, voire ça les dérangerait peut-être même pas d'aller écrire sur la table. Donc cette petite zone qui prévient, voilà, qui permet d'anticiper le retour à la ligne. Voilà, donc seul, l'enfant va s'ajuster. Ça, c'est vraiment un outil. Nous, en graphopédagogie, en cabinet, on ne peut pas s'en passer. C'est grâce à ça qu'on recale les mains sous la ligne. Et vous voyez là, cet enfant, c'est une élève de CP, a la posture idéale avant de démarrer l'écriture. Ensuite, pour pouvoir bien mobiliser ses doigts, bien former ses lettres d'un mouvement des doigts, il faut tenir correctement son crayon. Et là, j'imagine que vous avez en tête différentes tenues de crayon que vous avez pu voir dans vos classes, qui sont parfois très acrobatiques. Alors en graphopédagogie, plus la tenue de crayon est catastrophique, enfin jugée catastrophique en tant qu'enseignant, plus nous on sait que ça va être facile à remédier, parce que il suffit de remettre de la mobilité dans les doigts pour que l'écriture tout de suite soit impactée positivement. Donc, il y a tout un tas de raisons qui font que nos élèves ont du mal à tenir leur crayon. Et ce n'est pas parce que vous allez leur dire que c'est comme ça qu'il faut faire, vous allez tourner le dos et 2 minutes après, pouf, ils vont avoir repris. Parce que ils ne choisissent pas la tenue de crayon par hasard. Ils choisissent la tenue de crayon avec laquelle ils sont confortables. Et comme on a tendance à leur demander de normer une écriture de plus en plus tôt, en maternelle, on voit, il y a une vague en ce moment d'apparition de cahiers, pour moi, qui c'est beaucoup trop précoce. L'enfant ne maîtrisant pas son geste graphomoteur, il va aller en tension. Comme nous, quand on est maladroit sur une activité, on y va en tension, en force, on se crispe. L'image que je donne souvent, c'est la première descente de ski le premier matin, où on a l'impression que jamais on va réussir son virage, alors qu'on savait très bien, ça se décante assez rapidement. Donc, pour qu'un enfant puisse tenir correctement son crayon, il y a toute une étape préparatoire. Étape préparatoire en termes de mobilité des doigts, en termes de tension de la main. Alors, je ne peux pas vous développer dans le format de 30 minutes, mais il y a tout un tas de facteurs qui font que les enfants ont de plus en plus de mal à tenir correctement leur crayon. Vous avez peut-être constaté ça dans vos classes. Donc, avoir en tête l'importance de la préparation de la main, de la préparation des doigts. Donc, dans la collection, on a proposé différents types d'activités. C'est une première marche. Bien sûr, il en existe plein. Il y a plein de choses aussi qu'on peut trouver sur Internet. On a fait des vidéos pour accompagner aussi pour montrer les différents exercices. Donc, désensibilisation de la main, désensibilisation, préparation du mouvement des doigts pour pouvoir aller jusqu'à un petit mouvement en souplesse de l'exercice qu'on appelle les bisous. Tant qu'un enfant n'est pas capable de faire les bisous avec ses 3 doigts, c'est qu'il n'est pas prêt à entrer dans l'écriture cursive. Donc, ça demande en amont une préparation, ne pas se précipiter absolument sur l'écriture et surtout les encourager à y aller en force avec le poignet, de prendre le temps de passer toutes ces étapes préparatoires. Donc, pour ça, quelle est cette bonne tenue de crayon? Alors de plus en plus, ça commence à bien tourner sur les réseaux, etc. On commence à voir pas mal de choses. Alors des fois, il y a des choses un petit peu tirées par les cheveux qui passent quand même, qu'on rencontre dans les classes. Donc l'important, c'est d'avoir donc une prise tri-digitale, donc pouce, index et majeur, pour pouvoir mettre en contact son pouce, la pulpe de son pouce et le côté du majeur. Ceux parmi vous qui ont un petit feutre, un petit stylo, je peux vous inviter à aller mettre un petit repère au milieu de la moitié supérieure de votre pouce, sur la petite pulpe là, et sur le petit creux qu'il y a sur le côté de votre majeur. Là, souvent, nous, adultes, on a la petite bosse de l'écrivain, si on a beaucoup écrit. Et donc, on vient poser les 2 petits repères l'un sur l'autre. Et vous voyez, ça forme un rond. Mon pouce est semi-fléchi. Et une fois que j'installe mon crayon, je n'ai pas pris de crayon, mais j'en ai un dans mon sac si tu veux bien m'en attraper un, dans ma trousse. Une fois que j'ai posé mon crayon, je peux délicatement poser mon index. Et là, je peux faire le mouvement des bisous qu'on a préparé en amont, qui va me permettre de faire les lettres qui montent, les lettres qui descendent, et revenir, merci beaucoup, et revenir systématiquement à la ligne. Si je démarre avec ma pointe de crayon sur la ligne d'écriture, les doigts ainsi positionnés, je sais que dès que je remets mes doigts bien ronds, ma pointe de crayon revient sur la ligne d'écriture. Vous voyez, il n'y a pas besoin de couleur, de machin, de truc. C'est ce geste-là, cette posture-là qui permet de normer l'écriture.
Donc, avant d'écrire, on va entraîner les enfants à plier, déplier et s'assurer que le geste est là. Donc ça prend du temps. Hein, et parfois, il vaut mieux avoir fait peu en maternelle, parmi vous, les collègues de maternelle, et d'avoir bien mobilisé tout ça. Et là, c'est un gage de réussite pour la suite. Plutôt que de... Souvent, on se précipite, on va absolument faire plein de choses, mais tant qu'on n'a pas mis les petites marches et semer les bonnes graines en amont, ça complique les choses. Petite vidéo, donc on a un petit panel de vidéos pour accompagner la collection, que vous connaissez peut-être déjà, avec pour mission d'être visionné dans les classes quand on n'est pas toujours très à l'aise avec tout ça. Ils sont en accès sur la page YouTube des éditions Bordas. Assieds-toi face à la table. Pose tes 2 pieds bien à plat. Approche ton ventre du bord de la table en te grandissant. Ton dos est maintenant bien droit. Tout le poids de ton corps est maintenant sur la chaise et sur le sol. Pose tes avant-bras sur la table en formant le haut d'une fusée. Prends ton cahier, glisse-le sous ton bras. Comme tu es bien installé, tu peux facilement déplacer ton bras. Un, 2, 3, les doigts. Place ton crayon dans ta main. La main est sous la ligne d'écriture. Ton autre main est posée en haut du cahier. C'est parti! Voilà, et en pliant les doigts, vous voyez, les lettres sont parfaitement droites. Il y a énormément de verticalité dans notre écriture, donc vous comprenez bien que ce plier-déplier des doigts permet d'avoir une écriture la plus satisfaisante possible. Donc, pour que l'élève puisse apprendre à déplier, plier les doigts, tourner pour l'emmener vers les gestes nécessaires pour entrer dans l'écriture cursive, eh ben, on va lui proposer différents types d'exercices pour s'entraîner, sans attente de normes au démarrage. Il faut qu'il apprenne à gérer son pliement, dépliement des doigts avec la bonne position des doigts sur le crayon. Donc, on va le laisser d'abord faire des petits gribouillis. Puis ensuite, on va aller vers de la verticalité, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a énormément de verticalité dans notre écriture. Lui apprendre à déplier, plier, partir de la position 1, 2, 3 les doigts, et déplier et revenir. Avec différents supports, hein, comme on le propose dans les différents cahiers de la collection. Le décollage, c'est un exercice que j'utilise au cabinet qui marche très bien parce que on laisse vraiment l'enfant déployer ses 3 doigts et apprendre petit à petit à maîtriser son geste. Il faut d'abord laisser... souvent, je fais la comparaison avec le sport. On ne demande pas à un enfant de marquer un panier au basket. Avant ça, on le laisse jeter le ballon et expérimenter différentes choses. Donc, il faut qu'il prenne le temps d'appréhender ses propres mouvements. Donc, dans notre écriture, il y a beaucoup de verticalité. Il y a aussi de la rotation. La rotation... surtout en sens anti-horaire, donc c'est pareil, c'est pas un sens naturel de rotation, ça se travaille également en maternelle, mais ça, pas 30 minutes, ça va pas être possible. L'alternance des 2 mouvements, la verticalité, la rotation. Donc pas à pas, on va préparer nos élèves à avoir le bon geste qui va leur permettre d'accéder à la boucle, la forme de base première de l'écriture, par des petits exercices. On a donc dans notre écriture 4 formes de base. Alors, c'est dérivé des travaux de Daniel Dumont, que vous connaissez certainement. Le geste d'écriture, sa thèse d'écriture a permis de comprendre le fonctionnement de l'écriture cursive, et c'est grâce à son travail qu'ont pu naître toutes les professions de rééducation de l'écriture. À partir du moment où on comprend quels mouvements, quels gestes sont nécessaires pour bien écrire, et ben on propose les supports pédagogiques adaptés. Donc on a 4 formes de base, la boucle, les pics qui sont une dérivée de la boucle. Si je ne sais pas faire une boucle, je ne suis pas prêt à faire un pic. Ensuite, les lettres rondes, elles sont placées là parce qu'elles sont dans le même sens de rotation anti-horaire. Ce ne sont pas des lettres simples, c'est pour ça qu'on a fait le choix de les mettre seulement dans les cahiers de grande section. Et donc les arcanes, les ponts,
qui ne sont pas simples non plus, puisqu'on change de rotation. Et les changements de rotation, au niveau cérébral, ça peut coincer un petit peu, donc des entraînes. Donc ça, pour le moment, sur les documents d'accompagnement, on a le tableau qui a été élaboré par Daniel Dumont. Donc on est bien dans cette optique-là et dans cette progression-là. Donc à chaque niveau, et comme on le fait en cabinet de graphopédagogie, un adulte qui vient nous voir pour modifier son écriture passe également par un travail autour de la tenue de crayon, de la posture et de l'encodage des gestes, des formes de base. C'est en remettant le mouvement dans l'écriture qu'on leur permet d'acquérir une écriture qui soit lisible et non douloureuse. Donc on va travailler sur différentes formes, différents gestes pour remettre du mouvement dans les doigts. Donc ça passe par des progressions. Donc ça c'est le petit dernier de la collection qui est axé sur les majuscules cursives, où on vous propose un lignage évolutif qui permet donc de différencier dans nos classes, notamment de cycle 2, voire de début de cycle 3, pour que nos élèves se réapproprient le geste et la bonne posture. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces cahiers? C'est qu'il y a aussi une attention particulière autour de la liaison avec la lecture et l'écriture. Puisque l'écriture, ce n'est pas un dessin, c'est un encodage. Et donc, lier lecture-écriture est aussi un gage d'automatisation et surtout de compréhension et de mémorisation. On a mis dans tous les cahiers des exercices afin d'entraîner, d'échauffer nos élèves à mobiliser leurs doigts avant de faire leur page d'écriture. Une attention particulière autour de la copie, des différents exercices de stratégie de copie et aussi des petits exercices de production d'écrit. Parce qu'en réalité, dans les classes, quand on écrit, soit on copie, soit on fait de la production de texte, soit on fait de la dictée. Donc là, on ne pouvait pas, dans les cahiers, aborder les trois champs. Donc, avec toujours cette visée. Alors ça, c'est un extrait des anciens programmes, donc ils ont été modifiés, mais je tiens quand même à les remettre en avant, puisque les anciens programmes nous disaient de ne pas dissocier les trois composantes de l'écriture, c'est-à-dire la composante motrice, donc le geste graphique, qu'on a vu en amont, là, tous les gestes dont on a besoin pour bien écrire, la composante symbolique, c'est-à-dire le code alphabétique, et la composante sémantique, c'est-à-dire que quand j'écris un mot, je sais ce qu'il veut dire. Je ne suis pas en train de dessiner un chemin qui ressemble à un mot. Donc, on a fait le choix, quand on a écrit le cahier de grande section, de se dire comment on peut faire en sorte que nos petits élèves, même de grande section, débutants, abordant l'apprentissage de la lecture, de s'assurer que quand ils écrivent le petit mot « le », ils savent que c'est « le » et que ça fait « le ». Et ben, en mettant des pages de phono en regard pour que le son soit travaillé en parallèle et qu'on ne soit pas en train de dessiner un truc qui monte jusque là-haut, qui redescend sur la ligne et qui fait comme ça. Là, on dessine. Et l'écriture, ce n'est pas du dessin. Pour le cahier de CP, alors là, c'est une vraie gageure, puisque chaque méthode d'apprentissage de la lecture va avoir sa propre progression de graphème, donc c'était un vrai défi. On a fait le choix de se caler au maximum sur la progression qui est proposée dans le guide Orange. Alors, on s'y approche de plus en plus des méthodes qui sont sorties récemment. Ce n'est pas encore la panacée. Il faudrait une vraie méthode de lecture-écriture complète, pensée, voilà. Pour que chaque élève puisse travailler le geste d'écriture aussi avant d'aborder, en même temps qu'il aborde le graphème. Une proposition aussi qui était innovante dans cette collection, c'était la présence du guidage vocal. Donc, pendant que les élèves travaillent le geste graphique, pour bien écrire, il faut verbaliser. Il faut dire ou penser, mais les petits ne sont pas en mesure encore de penser ce qu'ils sont en train d'écrire comme nous, on le fait quand on lit dans notre tête. Tout ce qu'on fait dans notre tête, les petits ne sont pas en mesure de le faire. Donc le fait de les faire verbaliser, ça aide à la fluidité du geste et ça les prépare également à rythmer leur pensée, leur voix au rythme de l'écriture.
Parce qu'on dit souvent, souvent les parents de HPI me disaient ah, son cerveau il marche trop vite, ça va trop vite dans sa tête, il n'arrive pas à écrire. On a tous un cerveau qui va plus vite et la pensée qui va plus vite que nos doigts quand on écrit, mais il faut apprendre à se caler au rythme de l'écriture. Donc le guidage vocal aide bien. Donc le guidage vocal qui a été testé, approuvé en cabinet, la plupart des expressions sont apportées par mes élèves en me disant ben, moi ce que tu me proposes ça me va pas, je pensais plutôt dire ça, et donc je l'ai adopté au fil de l'eau. En tout cas, si vous pouvez avoir en tête le fait qu'un enfant qui apprend à écrire doit dire tout ce qu'il écrit. Ça doit verbaliser. Donc ça fait du bruit. En classe de grande section, en classe de CP, il faut accepter à un moment donné cette quinquophonie jusqu'à ce qu'ils automatisent et qu'ils soient capables de le faire en chuchotant puis dans leur tête. Voilà, donc comme je vous disais, dans chaque début de page, il y a un exercice de mobilité des doigts pour leur rappeler qu'il faut faire bouger ces petits doigts un peu rouillés. On a fait des vidéos pour présenter main gauche, main droite, tous les exercices de mobilité des doigts que vous retrouvez sur la page YouTube. Et surtout, voilà, une vraie attention autour des stratégies de copie et l'importance de mettre du sens dans ce que nos élèves écrivent. Pour ne pas se retrouver avec ce type de scène que je vis au quotidien au cabinet, d'enfants qui copient toute une phrase et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent d'écrire. Donc là, bon, pardonnez un peu tout ce que je peux lui dire parce que c'était un soir à 18h, fin de semaine. Mais vous allez voir, il est assez éloquent ce petit garçon. Je sais pas si... On n'entend rien en fait. Donc, bon, donc, il vient de copier. Je lui demande de quoi ça parle. Il me dit j'en sais rien, comme quasiment tous les élèves à qui je pose la question. Et donc, je cherche à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête, qu'est-ce qu'il s'est dit, comment il s'est débrouillé pour arriver à copier, parce qu'il ne s'était pas trop trompé, un petit peu quand même. Et donc, il me dit, je ne sais pas, il ne se passe rien dans ma tête. Et je lui dis, t'as pas dû comprendre ce que tu as écrit. Il me dit, non, je ne comprends rien. Et donc, je lui ai fait lire la phrase qu'il a lue parfaitement, qu'il a compris tout de suite. D'ailleurs, on utilise souvent des phrases un petit peu tordues, humoristiques, pour voir que, à leur visage, ils ont compris. Et donc, cet enfant n'a pas appris que l'activité de copie, c'était une activité qui avait du son et du sens et qu'on était en train de retranscrire. Il a fait un chemin, un dessin. Donc vous étonnez pas que des enfants soient capables de vous copier 2 fois la même strophe de la poésie, d'oublier complètement des mots, parce qu'ils sont sur l'image et ils ne sont pas sur l'encodage. Donc c'est pour ça qu'on a proposé dans toute la collection des exercices autour des stratégies de copie pour s'assurer qu'ils ont bien lu et compris ce qu'ils étaient en train d'encoder. Donc on a notamment proposé des exercices de lit, dessine, copie, parce qu'on a tous fait dans nos classes, ceux qu'on est cycle 2, des lit, copie, dessine, où ils copient, et puis si on passe et qu'on met notre main sur le cahier, on dit qu'est-ce que tu as écrit, ils vont seulement s'intéresser à ce que ça veut dire une fois qu'il va falloir faire le dessin. Et voire même regarder le dessin du voisin d'à côté, parce que c'est quand même plus rapide. Donc du coup là, on prend les choses à l'envers, on leur demande de lire d'abord puisqu'ils doivent dessiner. Et c'est qu'une fois qu'ils ont dessiné, c'est intéressant parce que du coup, on les aide à travailler aussi l'image mentale qui correspond à ce qu'ils sont en train de copier. Donc avec une progression de plus en plus importante. Un système de cache-lecture aussi pour le cahier de CP, parce que c'est des filous, hein, ils ont beau dire oui j'ai lu, mais ils vont aller regarder le modèle, et souvent il y a des enfants qui font des allers-retours incessants. Ça leur demande, alors, en plus avec les générations qu'on a maintenant, qui ont une concentration de plus en plus volatile. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'il y ait vraiment un encodage, que l'enfant guide son geste, verbalise ce qu'il est en train d'écrire. Donc il va lire le modèle, déplacer son petit cache et pouvoir copier avec cette petite contrainte. Donc différents types d'exercices de stratégie de copie. Autour d'un travail sur l'empan mnémotique et l'empan visuel qui va s'agrandir petit à petit à l'aide de couleurs. Voilà, on augmente de petit à petit, c'est des exercices que vous connaissez peut-être certainement déjà. Voilà, et avec comme objectif d'éviter des joggings d'écriture ou autre. Bon, on s'est tous retrouvés à un moment donné de notre carrière devant des cahiers d'écriture en disant mais qu'est-ce que je vais faire de ça si je commence à attaquer mon stylo rouge, le pauvre il va plus jamais vouloir écrire tellement je comprends rien. Et parce que cette déconnexion entre
le geste d'écriture et le sens entraînent, les met souvent dans des impasses. Donc si on démarre vraiment en s'assurant toujours que nos élèves ne sont pas en train de dessiner, qui sont vraiment en train de verbaliser, d'encoder, si vous repartez aujourd'hui en ayant bien ça en tête, j'aurais gagné ma demi-heure, il me reste 30 secondes, je vais accélérer, mais je crois que je vais rentrer pile dans le timing. Donc on a mis des petits exercices de production d'écrit, parce que écrire, ce n'est pas que copier, c'est aussi encoder, parce qu'on a des enfants qui sont capables de vous faire des pages d'écriture magnifiques, et dès qu'ils sont en situation de production, paf, ils perdent toutes leurs habitudes. Donc c'est pour ça qu'on a lié les deux, tout de suite, en se disant que c'est pas parce qu'on est en train de produire son propre texte qu'on peut se permettre de réécrire n'importe comment. Voilà. Donc vous voyez, tous ces petits éléments, tous ces petits ingrédients, c'est ce qui permet de mener nos cohortes d'élèves vers une écriture qui soit la plus efficace possible. Est-ce que, je ne sais pas si on peut jouer un peu interactivement, mais est-ce que vous pouvez me citer quelques-uns de ces ingrédients au démarrage? La posture, la tenue de crayon, la position du cahier. Voilà, donc on a une première étape préparatoire, la position de la main, la posture, la mobilité des doigts et la tenue de crayon. Et pour s'assurer que tous nos élèves écrivent les bons gestes, encodent et soient vraiment en conscience de ce qu'ils sont en train d'écrire, on va avoir la verbalisation, la compréhension, une progression adaptée, une liaison lecture-écriture. La verbalisation, c'est vraiment la clé. Voilà, donc ayez en tête tous ces petits ingrédients-là pour aider vraiment à accompagner vos élèves. Je vous invite, si vous voulez continuer à approfondir un petit peu tout ça, à consulter mon site si vous ne le connaissez pas encore, Graphopédagogie 76. Donc, Graphopédagogie 76, le site de Bordas, que vous connaissez sans doute déjà. N'hésitez pas, je publie régulièrement des documents sur ma page Facebook, sur mon site, abonnez-vous. Ça nous encourage aussi à ne pas avoir l'impression d'être juste pillé sur nos sites et de voir que ça vous intéresse et d'avoir ce retour pour se dire je ne travaille pas pour rien, je ne partage pas pour rien. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, à éventuellement m'envoyer des questions. Si certains parmi vous sont intéressés par une réflexion autour de la rédaction d'une méthode de lecture-écriture, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse de mutualiser des forces autour de ça. Donc graphopédagogie76.com, la page Instagram de Bordas École, abonnez-vous, likez. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ça va apporter des petites choses. Merci.